sur 20-30 ans. Et il y a déjà en bas, l'année prochaine, de nouveaux diplômés qui attendent qu'ils se lèvent pour qu'eux, ils s'asseyent. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que l'État fait dans ce genre de cas, notamment dans le cas du Togo? L'État a créé ce que nous appelons l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Et qu'est-ce que l'ANPE fait? L'ANPE, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est au niveau de Klikame, juste avant la FUSEC d'Atikoumé. L'État dit, les jeunes cherchent de l'emploi alors qu'ils manquent d'expérience. Et ça, toutes les entreprises le signalent. Je vais vous envoyer en stage. Je vais payer votre stage. Je vais vous rémunérer à hauteur, je crois que c'est 50 000 francs par mois. Pour certains, c'est pas beaucoup. Pour nous qui savons la valeur de 50 000, c'est beaucoup pour un stagiaire. Donc, je vais vous payer 50 000 par mois. Vous irez en stage dans des entreprises où je vais vous placer. Ah, quelqu'un me rectifie que c'est plutôt 60 000. Puisqu'on est déjà de la SMIC. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre dans les entreprises. Vous allez acquérir de l'expérience. Et lorsque vous allez acquérir de l'expérience, ce n'est pas la NVT, monsieur. La NVT, c'est pour les volontaires. C'est l'ANPE. Lorsque vous allez acquérir de l'expérience, deux choix s'offrent à vous. Soit vous avez fait bonne impression dans l'entreprise dans laquelle on vous a placé et vous restez dans l'entreprise, décide de vous embaucher. Soit vous sortez de l'entreprise avec un bagage qui vous permet maintenant d'être concurrentiel sur le marché de l'emploi. Peu de jeunes s'y intéressent parce que la démarche est longue. Il faut faire une certaine queue parce que vous êtes mis là à postuler en tant que commercial. Et n'oubliez pas que l'État ne place que les entreprises qui sont en règle avec l'État. Et combien d'entreprises sont dans le formel sont en règle avec l'OTR, la CNSS et la DG. Peu sont structurés au point même d'être en règle avec l'État. Peu ont leur quitus fiscal et leur quitus social. Ça, c'est une... Parce que mais pour l'État ne peut pas mettre des moyens pour former des gens, lui donner de l'expertise, de l'expérience, et après l'affecter dans une entreprise qui est dans le secteur informel. C'est pas normal. Ça veut dire que l'État même fait de l'investissement en te formant. Parce qu'il sait que demain, si tu travailles dans une entreprise, l'entreprise pourra payer les taxes et il pourra récupérer les 60 000 qu'il te payait par mois. Et la chaîne reprend. En attendant là, je vais vous laisser écouter quelque chose. Vous allez écouter Laurent Gbagbo, quand lui-même était président, qu'est-ce qu'il avait dit par rapport aux emplois. Jojo, tu suis? Je vous suis, je vous suis. Ce qu'un président avait dit. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse. Ce n'est pas lui qui crée les emplois. C'est lui qui veut trouver... Ça, c'est un président qui avait dit. Tu as entendu? Encore le premier propos que vous avez tenu, disant que l'État ne peut seulement qu'embaucher dans certains domaines. Vous voyez un peu, non? Par exemple, ce que nous vivons à Lomé ici. Je prends le cas de, en allant vers Adétikop et la Pia là. Ils ont pris les non-diplômés, tout là-bas. Ce que monsieur le parrain vient de notifier que, par exemple, on ne peut pas embaucher ceux qui n'ont pas la compétence, tout ça là. Et en matière de travail, on peut aussi embaucher les non-diplômés. Eux aussi, ils peuvent travailler dans les entreprises. Vous voyez un peu, non? Donc, il arrivait que... Laisse faire de diplôme. Sais-tu faire? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont pour but de générer du profit. Et pour générer du profit, il faut de l'expertise. Et l'expertise, ce n'est pas le diplôme qui le délivre, c'est le génie qui le délivre. Maintenant, quand on te demande que sais-tu faire, c'est que quelle est ta valeur ajoutée lorsque une entreprise t'embauche? Moi, je ne vais pas t'embaucher parce que tu as un bac plus 5 et que l'État va me forcer à te payer sur une grille salariale en fonction de ton bac plus 5, alors que tu ne me sers à rien dans la boîte. Ce n'est pas possible. Imagine tu embauches quelqu'un qui a bac plus 3
Et l'État dit, bon, selon la grille, il faut quand même respecter son niveau. Il faut payer tel. Alors que sa prestation de service équivaut à celui qui n'a que le BPC. Tu préfères embaucher qui? En tant qu'entrepreneur, tu vas embaucher lequel? BPC ou celui qui a la licence? La question est pour toi. Hein? Bon, les gens ont déjà... Non, c'est à vous, hein, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais continuer sur mon développé si vous me le permettez. Oui, allez-y. Alors, maintenant, j'en reviens aux jeunes. Je vais te prendre un exemple palpable qui est celui du secteur financier. Normalement, quand tu es dans le secteur bancaire avec un diplôme de niveau Bac plus 5, normalement, on te voit déjà comme un directeur d'agence de banque. Mais le truc est, alors que tu n'as aucune expérience et tu as Bac plus 5, les gens ont peur de toi. Pourtant, les gens ont peur de t'embaucher parce que tu as un niveau très élevé selon ton diplôme, alors qu'en réalité, tu n'as aucune expérience. C'est là où on demande aux jeunes, à partir de Bac plus 2, Bac plus 3, 20 stages. Rapproche-toi de l'ANPE, 20 stages. Acquiert de l'expertise qui va valider ton diplôme. OK? Maintenant, comme on ne peut pas absorber tout le monde, et que c'est le secteur privé qui crée de l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Mais l'entrepreneuriat, pour tous ceux qui le savent, VDP, même il est ici, c'est un chemin pour ceux qui ont le cardio. C'est un chemin pour ceux qui ont réellement... C'est la jungle. Tu es soit la proie, soit tu es le prédateur. Et il faut être à la fin, tu ne dors pas. Tu es dans l'entrepreneuriat, tu prends des risques. Forcément, sache que tu vas côtoyer la police. Qui ont au moins 5 ans d'expérience. Si un entrepreneur te dit qu'il n'a jamais dormi dans un commissariat, il t'a menti. Ils ont tous dormi dans des commissariats. Il y a toujours un client mécontent. Il y a toujours un client mécontent. Maintenant, le truc, c'est que quoi? Qu'est-ce que l'État fait à ce niveau? L'État a l'obligation de mettre en place des politiques qui facilitent la création d'entreprises. Mais l'État ne peut pas te garantir le succès de ton entreprise. L'État met en place des mécanismes qui facilitent la création d'emplois par le secteur privé, la création des entreprises. Notamment, aujourd'hui, si on doit citer dans le cas du Togo, la baisse du coût de création des entreprises où la déclaration d'une entreprise est revenue entre 28 000 et 30 000 au lieu de 100 000 et tout ça là. Et l'État dit 25 à 30% des marchés publics pour les jeunes et femmes entrepreneurs. La mise en place de l'ANPGF, le fonds de garantie au financement pour les projets des jeunes. Le FAEJ, lui, actuellement, son patrimoine a été rattaché à l'ADTPME, qui est aussi maintenant le patron de ce secteur-là pour le financement des jeunes et leur accompagnement. L'État a fait ce qu'il a pu faire à ce niveau et la mise en place de la CNEJ, la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Mais, en dehors de tout ce que l'État a mis en place, toi, le jeune qui vient pour créer ton entreprise, les réalités du terrain vont t'éduquer. Il y a ce qu'on appelle les habitudes de consommation qui vont t'éduquer. La dette. La banque, aujourd'hui la BOA accompagne beaucoup de jeunes entrepreneurs. Mais en réalité, combien croulent sous le poids de la dette parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la dette. Quand tu es entrepreneur, la dette c'est quelque chose qui est magnifique, mais aussi c'est un poison. Si tu n'es pas formé à la dette. Beaucoup d'entreprises qui vont être créées, on dit souvent que dans les 5 ans, plus de 60% meurent. C'est une réalité, c'est factuel. Il faut identifier un besoin de ta communauté. Et en fonction de la science et de l'expertise que tu as reçue, que tu appelles diplôme, tu vas essayer de quantifier cela pour apporter une solution à ce problème. Et c'est ce problème-là que tu vas monétiser, tu vas monnayer, tu vas commercialiser pour générer du profit. Et en générant ce profil-là, il y a des gens que tu vas embaucher. C'est là où tu crées de l'emploi. C'est là où le secteur privé crée de l'emploi. Parce que quand tu vas commencer à produire, je prends le cas du jeune Lal qui produit les groupes électrogènes, un jeune Togolais qui fabrique des groupes électrogènes qui fonctionnent à base d'eau et de gaz, le gaz Sodigaz.
Dans le process de fabrication, dans la chaîne de fabrication, il a besoin de main-d'œuvre. Dans la chaîne de distribution, il a besoin de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il emploie. Il fait quoi? Il génère de l'emploi. C'est ça. Et c'est comme ça que le secteur privé génère, quand on dit le secteur privé génère de l'emploi, c'est comme ça fonctionne. Et maintenant, quand il grandit avec l'accompagnement des PTF, des partenaires financiers et techniques, il devient une moyenne entreprise. S'il arrive à survivre aux 10 premières années et qu'il trouve une bonne niche avec un business model stable et viable, il devient une moyenne entreprise. Et cette moyenne entreprise va vouloir s'exporter sur le marché extérieur. Notamment, nous avons la zone UEMOA et la ZLECAf, avant de conquérir toute l'Afrique et espérer s'exporter dans le reste du monde. Avec eux aussi leurs défis, parce que chaque marché est différent. Donc, il va encore embaucher plus, parce qu'il a besoin de produire plus. Jusque-là, je ne sais pas si tu me suis. Un autre facteur qui va venir tacler le jeune Togolais au niveau de l'entrepreneuriat, c'est la démographie. Nous ne sommes pas nombreux. Au Togo, en tout, nous sommes 8 millions d'habitants. Sur les 8 millions d'habitants, nous avons peut-être 4 millions qui vivent à Lomé, dont nous estimons c'est eux qui ont vraiment la main pour acheter ou le pouvoir d'achat. Et sur ces 4 millions d'habitants, peut-être ta part de marché représente peut-être 10%. Et ces 10% qui vont faire 400 000 personnes, tu vas peut-être le partager avec 10 ou 20 concurrents. Tu vois l'étroitesse un peu du marché togolais? Ah, on me dit Lomé fait 2 millions. Si tu as 10% de 2 millions d'habitants, sur 2 millions d'habitants, 10%, ça fait 200 000. Si tu dois partager 200 000 personnes avec 10 concurrents, toi-même, il faut imaginer. Aujourd'hui, le jeune Togolais doit rentrer dans une dynamique de production de valeur qu'on peut exporter. Le génie doit pouvoir être exporté. Si aujourd'hui le président du conseil saute entre 2 avions pour aller négocier des partenariats dans les différents espaces économiques, c'est pour nous les jeunes. Lui va aller négocier, mais c'est à nous de savoir saisir l'opportunité. Maintenant, monsieur Jojo, dites-moi aujourd'hui, si un recruteur vous demande, pendant qu'on est en train de vous écouter, que sais-tu faire? 90 secondes, vends-toi à moi. Que sais-tu faire? 90 secondes. Il est 18h04. À 18h06, fini. Que sais-tu faire? Je maîtrise dans le domaine de la construction. Je maîtrise dans le domaine du bâtiment. Non, moi j'ai déjà répondu. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux intervenir un peu? Alors, il est 18h05 et je ne sais toujours pas ce que tu sais faire. Monsieur le parrain. Non, je vous ai dit ça, vous n'avez pas écouté? Bien, ma connexion ne travaille pas. Non, on a écouté ce que tu as dit, mais on ne sait toujours pas ce que tu sais faire. Aïe, quelqu'un qui vous dit, je maîtrise dans le domaine de la construction, je maîtrise dans le domaine du bâtiment, ben, vous ne comprenez pas quoi? Je ne peux pas dire que je suis maçon. C'est quoi tu maîtrises dans le domaine de la construction? Tu es maçon, bien, dis-nous. Le BTP, c'est un domaine très vaste. Que sais-tu faire? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Bref, dire que je suis un menuisier, je suis un maçon, je suis un peintre, je suis un, comment appelle-t-on, un ferrailleur. La construction, il y a plusieurs métiers dans la construction. Ah, ok, c'est ça. En fait, je connais bâtir. Je connais bâtir une maison. C'est déjà quoi tu connais bâtir une maison? Tu vois, toi-même là, on te met en face de 100 et quelques personnes. On te demande de te vendre toi-même, tu n'arrives pas. Nous les jeunes, on bon, bref, je ne peux pas seulement répondre que je suis maçon. Ou bien? Oh, c'est quoi? Tu trouves ça dégradant ou bien? Tu penses que maçon là, c'est humiliant, c'est ça? Non. Si tu maîtrises. Quelqu'un dit je dois valoriser
J'ai dit, hein, je vais te raconter une petite anecdote. Une jeune fille voulait présenter son copain à son père. Et on dit, jeune homme, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit qu'il est spécialiste dans la superposition des parpaings. Écoute, le gars est maçon, mais il ne peut pas dire ça. Il dit qu'il est un technicien supérieur dans la superposition des parpaings. Il veut dire qu'il est maçon, c'est tout. Mais le vieux n'a pas vite compris. Pour lui, c'est vraiment, il a bien reçu le gars. Un jour, on voit le monsieur sur un chantier, on dit, mais jeune, tu disais que tu fais quel travail? Il dit, mais c'est ça, je sais que je fais. Donc tu es maçon? Il dit, mais écoute, maçon, là, c'est pas un métier dégradant, ça m'humilie, c'est un travail noble là. Si tu es maçon, dis-nous, tu es maçon, c'est simple, non bien. Tu es maçon? Hein? Oui, oui. Alors, oui, oui. C'est ça qui est compliqué pour toi de me dire que tu es maçon, tu es là, tu maîtrises. D'ailleurs, même j'ai ma devanture que je vais faire échappe là. Ça peut aller? Monsieur Jojo, j'ai une question pour vous et je m'arrête. Monsieur, ne peux pas dire le ça. parrain, s'il vous plaît, attendez. Monsieur le parrain, s'il vous plaît, attendez. Monsieur VDP, vous venez de dire devanture là, non? Laisse ça, donc, laisse je ça. vous écris en inbox. Laisse pas. Tu maîtrises, non? Alors, monsieur Jojo, je vous pose Les une jeunes dernière sont question. complexés. Ils sont complexés. Et puis toi, tu es maçon. Tu es maçon, tu te plains du Monsieur programme de travail. VDP, pardonnez. Mermoz, permets-nous de finir, s'il te plaît. Juste une dernière question pour monsieur Jojo. Monsieur Jojo, vous voyez l'expérience que nous venons de faire, c'est ce qui est Tu n'as pas du tout répondu. Maintenant, je vais te mettre dans une... Calme-toi. Je te mets maintenant à la place du recruteur, d'accord? Je te mets à la place du recruteur. Tu as deux jeunes qui arrivent vers toi, tu es sur un chantier, qui veulent de l'emploi, ok? Tu as le premier, l'individu A, qui te dit, ah, donc je suis maçon, ok? Je sais construire des maisons, je suis maçon. Et l'individu B qui te dit, je maîtrise, il y a du bruit chez toi, Jojo. L'individu B, Jojo micro, merci. L'individu B qui te dit, je maîtrise le domaine du bâtiment, je maîtrise le domaine du BTP. Alors que tu cherchais un maçon, tu embauches qui? Celui qui dit le maîtrise là, tu sais que tu ne peux pas le payer. Tu lui dis, lui là, tu ne recherches pas un ingénieur, tu recherches un maçon. Au fait, monsieur Jojo, c'est juste pour vous dire, lorsque vous vous retrouvez devant le recruteur, cherchez à savoir que recherche le recruteur. Votre diplôme, le recruteur, il s'en fout. Il a besoin d'une valeur. Avant d'arriver devant le recruteur, renseignez apporter à l'entreprise. Monsieur, vous recherchez un maçon, je suis maçon. Ne viens pas dire je suis expert en bâtiment. Je suis maçon. J'ai déjà réalisé 3, 4, 5 chantiers dont voici les attestations de bonne fin d'exécution. Point. Tu as dit, tu as photo avant, photo en cours, photo après, à la remise. C'est fini. C'est déjà très convaincant. Mais tu dis tu maîtrises dans le domaine de bâtiment. Moi, nous, on ne comprend rien. Pour le temps de parole, monsieur VDP, monsieur Jojo, j'espère que j'ai apporté quelque chose à votre lanterne. Bon, je pense que... Moi, c'est pourquoi je suis venu auprès de monsieur VDP aujourd'hui. J'ai pas encore eu ma réponse, mais bon, j'ai... Quoi? C'est quelle question qui n'a pas encore trouvé réponse? C'était quoi la question? Oh bon, moi, je parlais d'affaires de chômage, vous voyez. C'est pourquoi j'avais envoyé ma demande. C'était quoi la question? Ah, je suis en train de répondre. Allô? Oui, vas-y. La question. Moi, je parlais en termes de chômage. Ce que nous endurons à Lomé ici. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi j'étais monté. Et je demandais à monsieur VDP comment on peut faire pour réduire le taux de chômage ici à Lomé, bien vu qu'il y a nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, il y a certaines personnes qui ont décroché leur bac et n'ont pas les moyens de continuer. Est-ce possible qu'on leur crée au moins certains emplois pour qu'ils au moins travaillent pour parvenir à leurs besoins? Oui, monsieur Jojo.
L'État ne peut pas donner l'emploi à toute la population du Togo. Là, il faut savoir ça. D'abord, le problème, ce n'est pas le fait d'embaucher. Là, c'est pas le fait d'embaucher. Le problème, c'est que la condition dans laquelle nous sommes, c'est ça le vrai problème. Parce que, il faut savoir que nous, les jeunes Togolais, nous nous battons, hein. On se bat. On n'est pas à la maison, on ne se croise pas les bras. Hein. Mais monsieur Mermoz. Même si on ne trouve pas le travail. Attends, je vais intervenir un peu, laisse-moi. Parce que tu vas pas trouver la solution pour le fait d'embaucher là, tu vas jamais trouver ça. Il faut oublier ça, quoi. Il faut oublier ça, parce que on va jamais avoir ça. Mais dans plusieurs pays, il y a problème. On ne peut pas avoir cette solution, c'est introuvable, quoi. Donc, non, continuez ce que vous demander à l'État, dans plusieurs pays. C'est de mettre des conditions dédiées. Dans plusieurs États, il y a des problèmes d'embauche, il y a des chômeurs. Le problème, c'est que de demander à l'État de nous mettre dans une condition favorable pour que nous aussi... En faisant quoi? En travaillant, non? Les conditions favorables en travaillant, non? Les travail, c'est pas d'aller créer les entreprises. Il faut dire ça. Le travail, là. Attends, mon frère, tu peux créer ton propre entreprise. Là, c'est les conditions qu'on veut. Attends, d'abord, je vais m'expliquer à monsieur VDP. Tu vois, non? Pardon, il faut me laisser parler un peu. Le problème au Togo, tu es là-bas, j'espère que tu travailles. Tu n'es pas à la maison. Tu as des activités. Il faut savoir que nous, les jeunes Togolais aussi, tout le monde se bat à son côté. Mais là, c'est les conditions qui nous punissent. C'est les conditions qui nous bloquent. Parce qu'il faut laisser ça, il faut laisser. Moi, le fait d'embaucher, c'est pas le problème. Le problème, c'est que l'État, là où il y a la population, là où il y a les gens, mettez les conditions pour que la population puisse bien vivre. C'est ça. Voir le côté électricité, côté route, côté, comment on dit, éducation, la formation. On n'a rien dans tout ça. C'est ça qui nous bloque. Sinon, l'État ne peut pas trouver le travail à tout le monde. L'État ne peut pas trouver le travail à tout le monde. Pour Togo, ça, c'est vérifié. Mais l'État peut nous aider à entreprendre. Par exemple, l'agriculture. Il y a plusieurs jeunes Togolais qui veulent investir dans l'agriculture. Quand tu vas sur les réseaux, sur YouTube, il y a plusieurs gens qui veulent investir dans le domaine de l'agriculture. Les gens ont le terrain, mais ils ne peuvent pas travailler sur ça. Mais l'État peut créer des conditions pour que c'est facile d'investir dans l'agriculture. Quand l'État crée les conditions, plusieurs personnes peuvent aller dans l'agriculture. Et l'agriculture génère des millions. On voit ça dans plusieurs pays. C'est les conditions qu'on doit voir. Le fait de parler d'embaucher, créer dans ça, c'est un faux problème. Il faut que l'État mette les conditions pour les agriculteurs. Quand tu te lèves pour investir dans l'agriculture, là, c'est facile. C'est ce qu'on veut. Hein? Mon frère, Mermoz, permets que je renchérisse avec quelque chose. Oui, quand nous parlons le plus souvent des missions régaliennes de l'État, ils ne savent pas. D'abord, Jojo, il faut comprendre une chose. Pour que les entreprises fleurissent, que des investisseurs viennent dans un pays pour créer de l'emploi pour toi, il faut qu'il y ait la sécurité dans ce pays. Voilà le rôle que l'État doit jouer. L'État doit maintenir la sécurité, assurer la sécurité du pays. C'est ça qui va te permettre d'avoir un emploi. C'est pas que l'État ira créer directement un emploi pour toi, mais doit créer une condition favorable au secteur privé de pouvoir investir et de créer des emplois. C'est de ces conditions que nous parlons. Deuxième chose, vous avez parlé des routes, oui. Et ceux qui sont dans le transport, ce sont des entrepreneurs. Ils embauchent des gens. Il y a des chauffeurs et tout. Si les routes ne sont pas bonnes et que les gens rencontrent des accidents tout le temps, les engins n'arrivent pas à amortir les investissements, tombent en panne, se cassent. Ça veut dire que ces entreprises qui sont dans le transport vont faire faillite. Donc, les gens vont partir en chômage. Donc, il faut que l'État construise des routes. Voici aussi le rôle de l'État. Et il y a pas mal d'éléments, mais voici les grandes missions majeures. Maintenant, il y a aussi, on dit souvent, parmi les missions de Régaliennes de l'État, on dit qu'il y a le pouvoir de battre la monnaie. Il faut aussi que votre monnaie, et ça dit que l'argent que vous utilisez dans le pays là, pèse, qui permet à vos produits et vos services d'avoir de la valeur.
Ça permet également aux entreprises de pouvoir fleurir et de pouvoir s'étendre et créer plus d'emplois. Mais tout ceci doit résulter d'une mission bien accomplie par l'État à la base. C'est pour ça tout le temps, nous crions sécurité. En réalité, quand VDP crie sécurité, quelque part, il est en train de parler de l'emploi aussi. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas d'emploi. Vous avez parlé de l'agriculture, oui. Combien de fois nous avons parlé? Vous savez d'abord, celui qui lutte pour la protection de l'environnement, lutte directement pour l'abondance dans le secteur agricole. Je ne sais pas si vous écoutez. Alors, c'est pour dire que vous imaginez quelqu'un qui parle du reboisement, quelqu'un qui parle de la protection de la couche d'ozone, etc. Mais c'est pour nous garantir une bonne pluviométrie. Et quand il y a une bonne pluviométrie, quels sont ceux qui en bénéficient en premier lieu, à part les agriculteurs? Et si l'agriculture est favorable, forcément, ça va créer des emplois. Donc, ça veut dire que le ministère de l'Environnement doit faire son travail. Donc, c'est pour dire que, quelque part, si le PC fait de sorte que le ministère de l'Environnement fait bien son travail, ça crée déjà de l'emploi dans le secteur agricole. Et c'est monsieur VDP. Je vais jeter vous dans la parole. Donc, c'est pour dire que ce côté aussi, c'est déjà parti. Nous avons parlé plusieurs fois du coût de l'engrais. Il faut que l'État voit dedans. Il faut que l'engrais nous revienne moins cher. Ça va permettre aux gens vraiment d'engraisser les sols et de faire plus de profit dans le secteur agricole. Maintenant, après, il faut mettre en place des systèmes qui permettent aussi à nos agriculteurs de pouvoir rentabiliser sur les produits agricoles, surtout lorsqu'on dépasse le niveau de la consommation locale et qu'on peut maintenant rentrer dans le secteur industriel, pouvoir exporter et faire du profit. Voici à peu près comment l'État peut intervenir à tous les niveaux, mais l'État n'ira pas directement créer des emplois sur le terrain pour nous comme si l'État était une affaire privée, pour créer des entreprises privées dont tu parlais. Voilà, continuez. Oui, mais monsieur VDP, c'est ce point que je veux toucher. Tout ce que vous venez de dire là, ce sont les vrais problèmes d'un Togolais. Ouais. Parce que on dirait que l'État parle, mais on ne voit rien. Depuis des années, c'est seulement les paroles qu'on écoute. Il y a seulement les paroles. Il n'y a pas les actions. C'est ça qui cause que chaque fois il y a des problèmes, que les mêmes problèmes reviennent chaque fois. Vous voyez. Parce que actuellement, il y a le réseau Internet, on voit ce qui se passe dans les autres pays. On voit les actions. On voit les actions, l'État aide la population dans certains milieux. Tout ce que vous venez de dire là, l'État essaie de toucher dans tous ces domaines. Mais pourquoi au Togo, ça ne se fait pas? Pourquoi on attend les grands hommes parlent, mais à la fin, on ne voit rien. Les projets sont comment on dit, sont arrêtés. Il y a plusieurs projets qui sont arrêtés. C'est ça qui rend la vie difficile pour les jeunes Togolais. C'est que ce que l'État dit là, il le fait sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Les jeunes Togolais n'ont pas besoin d'avoir un pouvoir, non. Ce qu'on veut, on veut travailler, c'est tout. Mais toutes les conditions là, mettez-les en place. C'est ce qu'on demande, c'est ce que les jeunes Togolais demandent. Hein? Mettez tout ça là en place. Vous allez voir, il n'y aura pas de problème. Parce que moi, je sais que le jeune Togolais n'est pas paresseux. Et vous, les VDP, vous aussi, vous êtes au courant. Surtout les jeunes Togolais, on travaille, on veut travailler. Mais c'est les conditions qu'on n'a pas. Tu me prends pour qui quand tu parles comme ça là? Non, je ne prends pas. Moi, je dis, moi, je vais amener là où je veux venir là. Attendez, moi, je vais arriver là-bas. Ce qui nous bloque pour que les jeunes, comme nous, Jojo, tout, viennent chaque fois demander l'emploi aux États. C'est ça que je dis. Si les conditions ne sont pas, tout ce que vous dites, vous ne le faites pas là. Chaque fois, on va venir vers vous. Vous vers l'État, vous demandez l'emploi. Bien sûr. C'est ça. Sinon, rien ne se fait sur le terrain. Là, voyons Dieu, tout. On peut dire que la sécurité, on a un peu la sécurité, sans mentir. L'État se bat pour ce côté. Mais la sécurité ne veut pas nourrir la population. Est-ce que vous avez compris la valeur de la sécurité? Par exemple, moi, j'écoute que là où il y a la population, par exemple, là, souvent, moi, j'attends souvent que une route qui n'est pas internationale, ou bien une route qui n'apporte pas à l'État, l'État ne va pas gouverneur ça. Qui a dit ça?
C'est ce qu'on entend. Non, c'est les rumeurs. Hein. Là, c'est les rumeurs. Parce que moi, je connais des routes bien bitumées sur lesquelles il n'y a même pas péage. Attendez, je vais arriver. Prenons par exemple la zone Agoué. Tu vois comment là-bas est un peu arrangé. Quand tu te lèves là, tous les jeunes Togolais maintenant, pour créer leur boutique là, pour investir dans tout cela, tout le monde veut aller à Agoué. Parce que ici, là-bas, il y a un peu la route, les gens se déplacent mieux, les gens préfèrent aller là-bas parce que quand c'est goudronné, quand il y a la route là, l'activité même, tout marche quoi. Moi, je suis d'accord que les routes... Mais pourquoi l'État n'investit pas dans la construction des routes? Je ne comprends pas ce niveau. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui empêche l'État? Qu'est-ce qui empêche l'État? L'État même sait que les routes donnent le travail, donnent l'activité. Mais pourquoi l'État n'investit pas dans... Mais j'en ai parlé. Chose est de revoir les finances de l'État, l'économie de l'État. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui ne permet? Ce qui est sûr, hein. Moi, il y a des questions sur lesquelles même je ne m'attarde pas. La route, là, tout le monde l'emprunte. Même les ministres, pour aller au nord, prennent ce même bouton. Donc, je pense que c'est quelque chose que tout le monde... Ils sont au courant, c'est le quotidien. Maintenant, la faisabilité. Y a-t-il des moyens nécessaires? Est-ce qu'on va nous parler de questions de priorité? Donc, ce sont des questions qui restent des points d'interrogation. Si on n'est pas dans les secrets d'État, on ne peut pas trouver de réponse. Mais moi, je suis convaincu que les routes sont plus qu'une nécessité. Et ça relève de l'obligation de l'État. C'est l'État qui doit construire des routes. Pas seulement les routes internationaux. Hein. Permets-moi de faire un apport. Mermoz, permets-nous de répondre à la question. Permets-nous de répondre à la première, Mermoz. Oui, attendez, moi je vais parler, après vous allez renchérir, mon frère. Non, tu as posé une question. On essaie de répondre à la question avant de prendre une autre question, histoire qu'on ne se perde pas. Ok. J'aimerais juste, loin de vouloir parler au nom du gouvernement, je t'apporte du peu que je sais, ok? Oui. La première des choses à savoir, c'est qu'un gouvernement est subdivisé en plusieurs ministères. Et chacun de ces ministères a des besoins et un budget qui lui est alloué avec des secteurs qui sont dits prioritaires. Okay? Le ministère des Travaux publics a un budget connu annuellement. Ce budget ne va pas, en France, nous permettre de goudronner tout le pays en une année. On n'a pas ces moyens-là. Nous ne l'avons pas. L'argent ne tombe pas du ciel. Maintenant, il y a des zones qu'on va mettre en priorité. J'ai pas dit que l'État gouverne le pays en un an. Non, j'ai pas dit ça, mon frère. J'ai pas dit ça. Oui, j'en conviens. Je suis dans un argumentaire. Un kilomètre donné chaque année. On ne voit pas ça. Tu me permets de finir. Je t'ai si l'État n'a demandé pas une d'argent motion. pour construire, l'État n'a pas fait comme le Burkina Faso. Nous-mêmes, on va faire les dons pour ça. On a besoin des Toi, routes. tu dis que tu n'as pas... C'est toi qui viens de dire que vous n'avez pas d'emploi, que vous n'avez pas d'argent. Je ne parle pas d'emploi. Moi, je ne parle pas d'emploi. Moi, je parle des conditions. Quoi qu'il en Je ne parle pas d'emploi, mon frère. Quoi qu'il en soit, permets-moi de finir. Permets-moi de finir. Non, ce que je suis en train de dire. dire. Ne pas jouer sur mon intelligence, s'il vous plaît. Je ne dis pas que l'État n'a qu'à construire si tu trouves que quelqu'un peut jouer sur ton intelligence, ça te regarde. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des zones qui seront prioritaires. Tu as parlé de la zone Agoué. Force est de constater qu'aujourd'hui... Moi, c'est ce qui me perturbe. Monsieur, est-ce que vous pouvez écouter? Ok. Désolé. C'est fatigant. Alors, vous avez parlé de la zone Agoué. Il faut faire une observation. La classe moyenne, aujourd'hui, elle se dirige souvent vers où? Vers Agoué. Des gens vont aller au boulot. Les marchandises vont arriver du nord. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent dans la zone d'Agoué parce que la zone Lomé, le Grand Lomé ou le Vieux Lomé que nous connaissons tous, c'est une zone saturée. Et lorsque la population migre vers une zone donnée, il faut aussi ouvrir les opportunités, mettre en place les infrastructures nécessaires pour que des opportunités se développent là-bas. Si la population, pendant un temps, a migré vers Agoué, vous allez voir que moi, je me rappelle au début des années 2007 jusqu'à 2010, moi, j'habitais à Agoué-Pédo. La zone Lossosime, tout ça, c'était une zone rouge.
C'était une zone poussiéreuse et rouge. Mais lorsque les gens commençaient à migrer vers Agoué, à construire à Agoué, toute cette zone a été goudronnée. Au moins, ils ont eu la principale pour accéder à Sieye jusqu'à accéder au contournement. Il y a la partie Bodjona jusqu'à Aveji qui a été goudronnée, que nous appelons le boulevard Fort Nyasingbe, jusqu'à venir relier à Didogome. Les axes principaux d'accès à... Je veux répondre à quelqu'un qui écrit un commentaire. Non, monsieur, restez concentré sur votre sujet. Monsieur, si nous allons répondre aux commentaires, à chaque commentaire, on ne s'en sortira pas. Restez concentré face à votre interlocuteur, s'il vous plaît. Les artères principales d'accès à cette zone-là qui est Agoué ont été mises en priorité. Ils ont été goudronnés pour que les produits puissent accéder à cette zone-là. Pourquoi? Parce que la zone a commencé à se développer. Maintenant, ils auront fini avec cette zone-là, ils vont se rabattre sur les zones secondaires. Est-ce que le budget permet de tout faire en une fois? Bien sûr que non, c'est petit à petit. Et qui finance en réalité tout ça? C'est le secteur privé. Ce sont les impôts. Ce sont les impôts et les dettes que nous contractons auprès des partenaires financiers. Et tout ça, ça a un coût. Grand frère, aujourd'hui, où se situe la vraie priorité de la jeunesse? C'est l'accessibilité à l'emploi. Et l'accessibilité à l'emploi des jeunes va être donnée par les entreprises. Prends le Bagida là. Il y a certaines personnes, des fois, s'ils rentrent dans nos inbox, ils disent que j'ai travaillé à France. Zone franche ou bien France. Et il y a certaines personnes au Togo, actuellement, ils fabriquent les tissus qui est plus lourd et plus fort que ce que moi-même je veux prendre pour faire chose là. Pour faire mon entreprise. Souvent, c'est ce que les gens disent. C'est pour ça que j'ai dit que l'État doit créer des conditions favorables au secteur privé de créer des emplois. C'est ce que j'ai dit. Donc, ce que tu viens de relever là, ça fait partie des conditions favorables au secteur privé de pouvoir créer des emplois. Ça veut dire l'exonération de certaines taxes, ça veut dire beaucoup de choses, l'accompagnement de l'État. C'est de ça que je parle. Tu comprends, non? Oui, je vous comprends. Ouais. Oui, je vous comprends. Donc, ça veut dire que nous qui sommes du secteur privé, nous devons nous mettre en activité. Maintenant, on revient d'abord sur la question de compétences. On revient sur la question de compétences. Dis-moi, moi je suis juriste de formation. J'ai étudié le droit. Je veux qu'on m'embauche. Vous-même, ou bien vous donnez un exemple. Je donne mon exemple. Je veux qu'on m'embauche. Mais si c'est vous-même, je ne pense pas. Mais si c'est un exemple que vous voulez donner, là, j'accepte. Comment? Ok, maintenant. Si maintenant vous voulez qu'on vous embauche et il n'y a pas... On va m'embaucher où? Eh bon, c'est ça la personne a répondu. Dans votre domaine, par exemple, si tu as fait la formation à l'infirmerie... Non, je vais t'expliquer. L'État voilà, m'a formé en tant que juriste. Et l'année où on en sortait, on était à coup de... Je crois, si on n'est pas nombreux, c'était pas moins de 300, voire 500. D'accord? Et chaque année, il y en a. Supposons, les débouchés du droit sont énormes. Nous pouvons être dans les affaires, nous pouvons être dans les assurances. Dans tous les cas, les assurances aussi, c'est le privé.
nous pouvons être voilà, dans la profession de justice. Quand tu prends les institutions judiciaires, les huissiers, les notaires, bon, le notaire aussi, c'est un travail libéral. Et le travail des avocats, c'est aussi libéral, c'est comme du privé aussi. Donc, il n'y a que les magistrats, les greffiers, les secrétaires de parquet, bref, les fonctionnaires judiciaires. Bon, dites-moi, par an, l'État a besoin de combien de personnes? Ce n'est pas parce que le nombre de juristes, c'est pas parce que nous sommes nombreux que l'État va prendre tout le monde. On est d'accord? Au Togo, oui, voilà. Au Togo, on n'a que 48 tribunaux. On a 48 tribunaux, soit 18 pour la compétence territoriale de la Cour d'appel de Kara. Et je crois 30 pour Lomé, si je ne me trompe pas des chiffres. Ceux qui disent que j'ai fait le droit ou là, moi je dis vous ne pouvez pas me confronter. Hein. Ceux qui veulent même seulement niveau licence, vous montez, on va se confronter. Il ne suffit pas de souvent rester en commentaire à raconter des bêtises. Ce que je vous dis là, je vous parle d'abord des institutions judiciaires au Togo. Ok? Alors, pour ce nombre de tribunaux d'abord, les magistrats partent à la retraite en quelle année? Moi, personnellement, dans ma famille, il y a des magistrats. Non, moi. Attends, j'aime bien, calme-toi. Personnellement, dans ma famille, il y a des magistrats. J'ai certains grands frères qui rentraient à la magistrature quand nous, on obtenait à peine le bac. Alors que les magistrats partent à la retraite peut-être à 65 ans, si je ne me trompe pas. 65 ans, voilà, révolu, je ne sais pas trop. Mais minimum, il faut 30 ans de service. C'est ce qu'on sait de tous les fonctionnaires. Donc, au moment où moi je finissais, mes propres grands frères ne faisaient pas la moitié de leur carrière. Maintenant, supposons que je dois forcément remplacer mon grand frère. J'attends combien d'années là-bas? Donc, c'est pour vous dire que nous avons fait des formations. Nous avons fait des formations sans tenir compte des projets professionnels. OK? Nous avons fait des formations sans tenir compte des projets professionnels. Moi, aujourd'hui, là, je n'exerce pas ce que j'ai étudié professionnellement parlant. À part que mes compétences me permettent de rédiger les contrats avec mes clients et tout. Mais je ne peux pas dire que je vis professionnellement du droit que j'ai étudié. Mais le droit ouvre tellement l'esprit de l'homme que nous arrivons à nous adapter dans beaucoup de secteurs. C'est difficile de voir un juriste qui chôme à l'infini sans pouvoir s'adapter dans d'autres domaines. Il n'y en a pas. Alors, moi, je finissais en 2019 quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Depuis très tôt, je me suis dit, ouais, moi, je n'ai jamais étudié à l'honneur. Je n'ai jamais cherché, je n'ai jamais passé au concours, je n'ai jamais cherché au boulot. Ok? Depuis que j'étais à l'université, je vendais les costumes. J'allais à l'université, comme les Nigérians disent, one leg in school, one leg in business. One leg in university, one leg in business. Donc moi, c'est ce que je faisais. Et je sais réparer les appareils électroménagers, les ventilateurs et tout. C'est ce que moi je faisais quand j'étais à la cité Vianney à Kara. Je faisais la réparation des ventilateurs des étudiants. Je faisais la cordonnerie. Un étudiant, ses chaussures sont coupées, c'est décollé, je le fais. Donc, on arrivait à subvenir à nos besoins. Je suis un technicien des antennes paraboliques. Moi, je sais le faire. Et tiens-toi bien, je n'ai pas appris quelque part. En ce qui concerne les antennes paraboliques, quand il s'agit de Strong, Canal+, les orientations, la fixation, tout ça, moi, j'en ai appris même sur des tutos YouTube.
Et j'ai acheté le matériel, je m'appliquais et puis je m'en sortais. Je brassais une antenne à 5 000 francs. Je trouve 2 ou 3 par semaine, c'est déjà bon pour un étudiant. J'espère qu'on se comprend. Donc, un peu, je sais ce que Mais je vous comprends bien. Ah oui, tu dois me comprendre. Et puis moi, j'aimais conduire. La conduite était une passion pour moi. Moi, je me disais, si je finis et que je ne trouve pas d'abord un boulot, je vais être chauffeur, je vais faire ceci, je vais même faire taxi, aller-retour dans les petits villages que Tao et tout, puisque j'étais à Kara à ce moment. Et très tôt, je suis allé voir un taximan, j'ai dit, bon, je vais apprendre à conduire, est-ce qu'il peut souvent m'aider, je vais le suivre. C'est comme ça, un peu, je me suis fait la main au volant. Et en 2018, quand on a lancé opération de saisie pour les élections 2018, je suis allé me faire recruter comme opérateur de saisie. Ce que j'ai gagné en même temps, j'ai fait le permis, ainsi de suite. Et bon, avec le commerce que je faisais, après, je me suis lancé dans d'autres choses et j'ai créé mon business, j'ai créé mon entreprise jusqu'à aujourd'hui. Je ne continue pas à vendre les vestes. Moi, je vends tout. Business avant de te livrer ça. Non, c'est comme ça, c'est parti. Aujourd'hui, on s'est intéressé à la communication politique. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, ma spécialité, c'est sciences administratives et politiques. Droit privé des affaires, spécialité sciences administratives et politiques. Là, je me suis dit, bon, écoute, j'entends des choses au côté politique. Et si je m'exerçais en communiquant sur le plan politique, est-ce que ça ne va pas me permettre de mieux grandir et de faire choses, comment on appelle-t-on, et d'acquérir plus d'expérience? Par exemple, quelqu'un dit, c'est les bouteurs des zones. On dit un opérateur de saisie n'est pas forcément un agent qui travaille dans les bureaux de vote. Vous voyez que vous comprenez rien. Un opérateur de saisie, c'est celui qui établit les cartes d'électeurs aux futurs électeurs dans un pays. Il ne travaille pas forcément dans un bureau de vote et capable de pouvoir bourrer les urnes. Il faut comprendre ça. Vous ne valez rien, vous ne comprenez rien. Bon, on continue. Alors, c'est pour te dire que il y a beaucoup de contenu que moi je crée sur le plan politique, pas forcément parce que je mène un combat politique, mais je profite pour apprendre, je profite pour apprendre des uns des autres. Je lis des commentaires, je me remets en cause sur certaines choses, je reviens, il y a des questions sur lesquelles je suis obligé d'aller lire, d'aller faire des recherches, mais je fais ça pour ma propre formation. Quand les gens disent école, là, un jour viendra, moi je peux tenir un discours politique. Ceux qui ont fréquenté Bac plus 27 vont se demander, mais jeunes doivent s'appeler tout à la route. C'est ça la vie. Donc, tout ce que je fais sur les réseaux, ce n'est pas forcément un combat politique ou bien un soutien envers notre président du conseil, mais aussi moi je me mets dans un contexte que je suis à l'école, mais je suis dans une école pratique et je n'ai pas besoin que quelqu'un me forme. Moi, je n'ai pas de professeur. Chaque jour que Dieu fait les réseaux sont mon prof. Par exemple, c'est tout comme tu viens de poser la question. Qui devait me poser cette question pour que je sois obligé de bouger les méninges pour trouver la réponse? Donc, j'allume ma caméra, un jeune vient et dit, bon, ok, monsieur VDP, comment pouvons-nous faire, quelle stratégie allons-nous adopter pour réduire le taux de chômage à l'école? La question est posée. Moi, je vois en ça un exercice. Moi, je vois en ta question un débat qui va contribuer à l'élévation de mon intellect. Donc, tout à l'heure, je suis allé taper sur Google, j'ai dit, bon, c'est quoi d'abord le chômage? Qu'est-ce que Google me dit? Google me définit d'abord le chômage, qu'avant qu'on t'appelle chômeur, il faut avoir les aptitudes qu'il faut et que tu n'as pas encore le boulot, tu as la recherche, c'est toi qu'on peut appeler chômeur. Et je reviens te dire qu'en réalité, un chômeur, c'est celui qui a d'abord la compétence. Donc, celui qui n'a pas la compétence, on ne peut pas l'appeler chômeur, même s'il n'a pas de boulot. Tu as compris déjà? Oui, monsieur VDP, s'il vous plaît. Donc, c'est pour te dire que, s'il vous plaît. Même quand je viens sur les réseaux là, pour moi, les réseaux est une école. TikTok est une école. Je me mets toujours en examen. Je me force et je me donne souvent, le plus souvent le plaisir d'aller chercher des informations.
Quelqu'un du Google, ce n'est pas le dictionnaire Larousse. Ça veut dire que toi aussi tu es bête. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui là, même l'intelligence artificielle est intégrée dans Google. Le dictionnaire c'est quoi? Tout est centralisé sur Google. Tu vois, toi aussi tu es bête. Ça veut dire que tu comprends rien. Tu ne sais même pas ce qui c'est que Google. Tu ne sais pas ce qui c'est que le dictionnaire. Tu comprends rien. En réalité même là, tout le monde comprend ce qui c'est qu'un chômeur. Ben, c'est pour dire techniquement quels sont les éléments nécessaires permettant de définir le mot chômage. Et tout ça, c'est à notre disposition. Mais est-ce que nous exploitons comme il le faut? Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis à l'école avec vous. Sauf que ce que je fais, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'examen où on va me noter. Il n'y a pas un moment où on dira, bon, ok, VDP, nous pensons que le nombre de temps que vous avez passé sur les réseaux, vous avez réussi à valider ça, on vous décerne un diplôme. Il n'y aura jamais ça. Et ça, c'est ce que le Togolais aime, le diplôme. Non, moi je recherche la compétence étant sur les réseaux. Je vais écouter les jeunes. Je dois connaître la mentalité du peuple togolais. Comment le jeune Togolais réfléchit. Il est d'abord, aujourd'hui là, si on me demande, pour n'importe quel secteur, si on me demande quelle sera la réponse de la jeunesse pour telle question, je t'assure, à 80%, si je donne la réponse, ça sera ça. J'ai appris ça où? Je me suis mis dans les réseaux, j'ai appris à parler, à écouter, l'exercice du donner et du recevoir, et j'acquiers de l'expérience. Alors, est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un doit créer pour m'embaucher dedans pour que je vienne acquérir toutes ces connaissances? Non. Il faut être en contact avec des gens et apprendre d'eux. Aujourd'hui, la chose me dit, pour tel secteur, si j'investis, par exemple, quelqu'un qui dit, je vais préparer de la boisson pour vendre au Togo. Quels sont les milieux dans lesquels nous pensons que ça peut marcher? Tout d'abord, je peux le dire que à ce côté, ça ne peut pas marcher parce que c'est une ville à majorité musulmane. Bon, même si on sait que les musulmans se cachent pour boire, bon, ça aussi, c'est un peu parenthèse. Mais c'est pour dire qu'officiellement, quand même, ça ne sera pas une ville favorable à l'alcool. Donc, je peux quand même indiquer certaines villes ainsi de suite. Donc, c'est un exemple aussi. Vous avez aussi comprendre. Donc, mon cher. Oh, je vous cite parfaitement, je vous cite très parfaitement. Je vais te dire qu'au Togo, nous avons plein de diplômés qui détiennent certaines compétences que nous n'en avons pas besoin. Et là, moi, j'accuse l'État, j'accuse le gouvernement d'avoir fait perdurer certaines facultés qui ne forment que des chômeurs, qui ne forment que des gens qu'eux-mêmes n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, là, tout le monde parle de la technique. Tout le monde parle de la science. Ok? Dis-moi. Écoute, quelqu'un qui invente même, il veut qu'on l'embauche où? Est-ce qu'il a besoin qu'on l'embauche? Quelqu'un qui invente. Est-ce qu'il a besoin qu'on l'embauche? Bon, la personne invente quoi? Ah oui, non, il y a des gens, je connais beaucoup de jeunes qui vraiment se sont donnés à la science, de sorte qu'ils arrivent même à inventer, à recréer des choses inimaginables. Ils sont tellement bons. Ils n'ont besoin que du soutien pour faire avancer leurs œuvres. Et ils vont manger dedans. Par exemple, des ingénieurs, bon, pour le moment, on n'a pas d'ingénieurs de conception, mais nous sommes quand même en cours de formation. On aura aussi des ingénieurs de conception. Mais des ingénieurs de conception sont ceux-là qui doivent créer des emplois. Ceux-là, on n'a pas besoin de les embaucher encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Entre-temps, j'ai parlé de ça, de l'école exacte, l'école supérieure de l'aéronautique et des technologies. J'ai dit que nous voulons former des ingénieurs de conception, des ingénieurs d'exploitation. Et ils sont venus me dire qu'à la fin, ces ingénieurs vont encore chômer. Est-ce que nous avons du boulot pour eux? Je dis, mais attention, on n'embauche pas un ingénieur. Normalement, un ingénieur, on ne l'embauche pas. C'est l'ingénieur qui embauche les gens. C'est l'ingénieur qui invente. Son brevet d'invention permet
aux hommes d'affaires d'investir, d'agrandir et de produire en grande masse. Et c'est ça qui crée le besoin de la main-d'œuvre. Et il le faut. Ce sont des formations comme ça qu'on a besoin. Donc, on a eu un problème de formation. On ne sait pas bien. Il y a beaucoup qui ne se sont pas bien formés. Et ils sont là écrits. Et puis, les gens ne sont pas conscients de la réalité de ce monde. Comment le monde est en perpétuelle mutation. Les gens ne sont pas en chose. Les gens ne sont pas à jour avec les réalités. Imagine un jeune jusqu'à présent est déconnecté des réseaux. Il ne sait pas ce qui se passe sur les réseaux. Il n'a aucune idée de l'internet et tout. Ce jeune veut s'en sortir comment? Je connais des gens, par exemple quelqu'un qui veut se lancer dans la livraison, mais qui ne maîtrise pas la géolocalisation. Il veut faire quoi? Oh là, il ne peut pas travailler, il ne peut pas le faire. Et pourtant, c'est qu'il y a des livreurs comme ça, non? Oui, bien sûr. Il y a plein de livreurs comme ça, tu lui dis, mon cher, je n'ai pas le temps pour t'indiquer, je t'envoie le gars, il te dit que, est-ce qu'il n'y a pas un point de référence là-bas? Est-ce que tu ne peux pas m'indiquer? Il veut faire quoi? C'est ça la connaissance. C'est un frère. Oui. Allons toujours chercher des compétences. Soyons aptes. Et si on est apte là, je te jure. Écoute, je vais te dire quelque chose. Il faut mettre ça dans ta tête. Quelqu'un qui est bien formé, si on veut l'embaucher, va refuser. Quelqu'un qui est bien formé? Oui. Une personne qui est consciente. Une personne qui est consciente de la valeur de sa formation, de ses compétences, ne va jamais se faire embaucher. Maintenant, pourquoi? Oui, parce qu'il va créer, il va vouloir être patron, il ne va pas vouloir se soumettre à quelqu'un. Mais il doit travailler, gagner son argent avant de créer pour lui-même. Je te dis que dès la base, pendant qu'il se fait former, il crée déjà. Je peux? Je vais en venir. Je me rappelle. Et là, une fois, il y a eu une conférence sur les entrepreneurs. On appelait ça COGEC. Ça s'est tenu au Palais des Congrès de Lomé dans les années 2023, 2024, je ne me trompe pas. On a invité le docteur Kodom. Il faisait partie des animateurs de la conférence et il a expliqué un peu son parcours. Parce qu'il était question de savoir comment il a fait pour créer sa clinique et tout. Il a eu l'argent ou tout ça. Il dit, mes chers, tout se fait à la base. Moi, j'étais en médecine, en pleine formation. Et à notre époque, un docteur qui sort fraîchement de la médecine était déjà recherché. Mais moi, j'étais déjà entrepreneur. J'avais un esprit entrepreneurial. Je ne pouvais pas mettre ma compétence voilà, et à l'appréciation toujours me soumettre à quelqu'un. Non, je voulais rénover. Donc, pendant que j'étais étudiant, tout ce que l'État nous aidait, c'est-à-dire les tranches qu'on recevait de l'État et tout, moi j'économisais. À chaque fois que je recevais un 20 000, un 30 000, un 50 000, un 100 000, j'économise par an, je rentre au TP3, je cherche les vieux lits, importés là, et je viens, je dépose. Donc, à peine il finissait avec tu sais qu'il y a aussi des stages payants. Ah bon, dans le secteur de la médecine, dans certaines cliniques, quand on atteint quand même le niveau doctorant, on est en train de préparer sa thèse. À ce moment, ils font des gardes dans les hôpitaux, dans certaines cliniques, on les paye un peu. C'est dans ça, lui, il profite, il achète des petites choses. À la fin, il s'est débrouillé avec un petit coin.
un petit coin ici qui ne ressemblait à rien du tout. Et que tout le monde appelait grand docteur, mais quand tu viens dans son coin, tu peux rire. Oh, on va dire, hey, docteur, mais tu rentres dans son bureau, même il n'y a pas de table. Mais c'est comme ça, il s'est débrouillé jusqu'à aujourd'hui. Il est ce qu'on boit et on pense qu'on s'est levé d'un matin et on est devenu grand. Non. Non. Maintenant, c'est pour te dire aussi que, est-ce que tu sais qu'il y a des entreprises qui recherchent certaines compétences, ils n'en trouvent pas? Moi, je connais. Oui. Je connais plein d'entreprises qui font appel d'offres. On ne trouve pas quelqu'un qui a la compétence. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est vrai. J'ai vécu ça juste la semaine dernière. Oui. Une directrice nous a contacté qu'elle recherche les jeunes filles qui ont la licence à injection, finance et commerciale comme ça. Donc, on a reçu au moins plus de 15 CV. Ils n'ont seulement choisi que deux parmi elles, mais c'est 5 qu'elles voulaient. Donc, voilà, elle nous a fait recours qu'elles ont étudié leur CV, tout ça là, mais elles ont seulement vu que 2 sont compétentes. De ce côté, je comprends bien. Donc, ça veut dire que tu comprends qu'on recherche des compétents et non des diplômés. Nous ne refusons pas. Nous ne refusons pas. Lui, il est même parti à côté de la plaque. Vas-y. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? C'est ça, je disais tantôt, qu'un intellectuel, par exemple, si moi j'entreprends dans un domaine, et bon, bref, si c'est une formation et sur une durée, et je maîtrise bien dans moi mon domaine, je maîtrise tout, je peux jamais avoir une épreuve devant moi et louper. Je peux dire que je suis intellectuel dans mon domaine. Ça veut dire que je connais bien mon domaine et je maîtrise et je peux faire. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que l'intellect s'obtient? Est-ce qu'un intellectuel, et pour être intellectuel, il faut forcément aller à l'école? Bon, souvent, comme l'indique le mot, on dit que autant pour moi, les intellectuels, voilà, les intellectuels sont des gens qui ont fréquenté. C'est comme ça, les gens disent. Ceux qui n'ont pas fréquenté, on les appelle les illettrés. À mon avis, c'est ce que moi, j'écoute autant. Y a-t-il pas des intellectuels? Maintenant, je vais te donner une définition. Il faut qu'on arrive à une définition pour pouvoir comprendre tout ça. Qu'est-ce que c'est que l'intellect maintenant? L'intellect lui-même. C'est quoi l'intellect? Ce qui fait de toi intellectuel. Ce qui fait de toi, ce que tu détiens. Oui. Ce que tu détiens et on appelle intellectuel là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'intellect? C'est la maîtrise dans le domaine que tu es. Ou bien? Oui. C'est la maîtrise. Oui, la question. Qu'est-ce que c'est que l'intellect? Quelqu'un dit l'intelligence. Oui, l'intelligence fait partie l'intelligence rejoint la connaissance. Quelqu'un dit la sagesse. La sagesse englobe 2 choses dedans. 2 critères, oui. Ça fait partie également. Qu'est-ce que c'est que l'intellect? Je dis que le savoir-faire aussi. Le savoir-faire aussi. Le savoir-faire fait partie quelqu'un de le raisonnement, la connaissance et l'intelligence. Oui, on peut regrouper la connaissance et l'intelligence dans un critère. Le raisonnement aussi. Donc, les 3 que tu viens de donner, ça reprend un seul critère parmi les 3. Le parent dit science, méthodologie, expérience. Science, méthodologie, expérience, les 3 répondent à 2 critères. Il reste 1.
Quelqu'un dit en termes simples, un intellectuel est quelqu'un qui développe et partage ses connaissances. Oui, toi tu es proche de la réponse. Quelqu'un qui développe et partage ses connaissances. Tu es proche de la réponse. Mais déjà, ta réponse déjà est très intéressante. Et là, est-ce que vous avez vu le mot école dedans? On a dit quelqu'un qui développe et partage ses connaissances. Est-ce qu'il y a école dedans? Est-ce qu'il y a école ou diplôme dedans? Non, non, non. Quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui n'a pas de doute. Regarde comment il définit intellect, hein, que quelqu'un qui n'a pas de doute. On continue. Quelqu'un dit c'est un don. Est-ce que l'intellect est un don? On est avec l'intellect. Un intellectuel, c'est quelqu'un qu'on peut. La morale, les bonnes mœurs, tout ce qui favorise la paix. Non pas les animaux, ils savaient éduquer leurs enfants, ils nous amenaient à connaître, à faire la part des choses entre le bien et le mal. Entre les que l'intellect là n'a rien à voir avec l'école du blanc. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école. Mais nous là, on ne peut même pas tenir devant eux. Il y a des gens qui ne savent pas écrire. Mais il n'y a aucun comptable qui peut tenir devant eux. C'est vrai ou c'est faux? Bon, c'est vrai, c'est vrai. Va dans nos marchés. Va essayer un Aladi Aoussa. Va essayer un Aladi Aoussa sur la comptabilité. Il va te mettre loin. Aucun comptable de nos universités ne peut tenir même devant lui. Il attrape un bloc de billets. Il te donne le montant. Si tu veux, il faut compter. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de compter. Il attrape, il te donne le montant. Si tu comptes, c'est juste. Il n'est pas allé à l'école. Des
gens qui ne sont pas allés à l'école, tiens-toi bien, des gens qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont créé des fonds de commerce qui ont fleuri, qui ont nourri, qui ont élevé des familles, qui ont soutenu des générations. Mais c'est des gens qui sont allés à l'école, ils sont revenus, ils ont fait couler l'entreprise. Entre les deux générations, qui est intellectuel. Pareil, allez-y. Oui, bonsoir VDP. Oui, bonsoir. Excusez-moi.